sur Dante, lundi 11 juillet 2011. Il est tentant de faire ici comme Ignace de Loyola et noter froidement qu'à la vue des dessins de Botticelli et de la traduction de Jacqueline Risset, je viens de pleurer. Je regardais Béatrice et Dante entouré de feux follets du paradis sur une planche. Et sur une autre, avec de légères modifications dans leurs gestes ébahis, l'une signalant ceci ou cela, l'autre la main au menton ou se couvrant le visage, suivant à tâtons la belle, et encore la même chose ou pareil sous chaque ciel, des petites annotations parfois sur une des nombreuses flammes en cercle, la signalant comme Adam ou autre, sans plus. J'écoutais en boucle la tarentelle de Gargano et pensais au sort du monde, aux jeunes anarchistes grecs emprisonnés. Et enfin, j'ai compris la lourdeur et la rage qui parcourent ces poèmes qui se veut divin et qui en est si maladroitement humain, si imparfait, le chef-d'œuvre le plus imparfait que j'ai pu lire dernièrement, celui qui, à mon avis, a le pire vieilli. Les raisons de Dante, si obsolètes, ces occurrences si nulles, ces invectives et sa fausse dignité, il faut remonter à des guerres et des scènes, à tout un lot d'horreur et de honte, et je me suis dit que pour peu l'on était plein dedans, dans cette réalité mondiale qui nous mettra à mort pour une pacotille d'avenir, pour un avenir aliéné. Les tyrans n'en sont moins ridicules, leur pompe pour écraser les faibles, leurs arguments incontestés et leur commode unanimité pour emprisonner ceux qui osent leur faire face, comme il se passe pour les anarchistes grecs, avec leur fragile envoi désespéré, ou les frondeurs immigrés de la banlieue. La honte des expulsions des gitans, la cupidité du contrôle absolu, l'on se rend compte qu'on serait forcé de réécrire le paradis avec la même bile et la même rage que les lourdingues de Dante, hélas. L'on ne pourrait pas faire autrement, l'on glisserait pareillement ces conditionnements, l'on glisserait pareillement ces quelques joies risibles et misérables. Puisqu'on ne peut approcher la mort qu'avec encore plus de misère que ceux qui ont déjà trépassé avant. Mon volume de Jacob Burckhardt, qui m'avait ouvert les yeux sur l'histoire de l'Italie, était à l'atelier quand l'eau tombait de l'orage et la ravinerie budgétaire d'un architecte philanthrope ont inondé tout. Mes livres sont en partie pourris. La Divine Comédie était avec moi tout ce temps à la clinique, dans la sidération d'un traitement qui me permettait à peine quelques minutes par jour de concentration.
Ève m'avait apporté un cadeau, croyant que j'allais sortir au bout d'une semaine, l'édition de Diane de Cellier. J'étais arrivé en portant une valise avec l'édition du Paradis bilingue de Philippe Liberto, l'édition italienne de Giuseppe Vandelli, les Dantes illustrées de William Blake, l'édition du Triomphe de la mort du Camposanto de Pise par Luciano Velossi, superbement illustrée, la Bible du mal de Malcolm de Chazal, les 900 conclusions de Pic de la Mirandole en latin et en français traduites par Bernard Schaeffer, 2 vieux volumes en latin très lourds de la Somme théologique, l'Apocalypse de D.H. Lawrence, celui de Ludivine Aliègue, et puis le Dracula de Stoker en anglais, que je considère utile pour complément. Je suis resté presque 20 jours, tout en sortant presque de force en compagnie d'un avocat. J'avais quand même droit à un goulag de luxe. Les poignards du tortionnaire étaient en or, comme au paradis des Dantes. Ce n'était pas Santane, on me répétait 10 000 fois par jour. Ce n'était pas Santane. La misère était enfouie bien au-dedans de mon désespoir. Je ne savais pas où cacher mon livre situationniste de Jean-Marc Mandosio, ni l'édition new-yorkaise de Cantos de Pound que j'ai jugé sur le coup affreusement suspect. Je pensais au milieu de tous ces soins que la raison de mon enfermement n'était que politique. Un artiste peintre chinois qui partageait les privilèges de cette prison exceptionnelle depuis des années m'avouait qu'elle n'attendait que de se trouver enfin au paradis, et elle regardait de ses yeux d'amande les nuages en eau cloîtrés par les murs. Après tant de nuits dans l'amertume des larmes stériles, des larmes dont elle parlait avec une émotion précise et bizarre, en tant que journée remplie de vie de bon enfant et de souriante soumission. Ce n'était pas Santane. Je pensais à son égard à Sainte Catherine de Sienne, qui exprimait avec les mêmes élans poétiques et les mêmes désespoirs. Par la suite, qui s'exprimait avec les mêmes élans poétiques et les mêmes désespoirs. Par la suite, nous nous sommes évités. La sainteté étant par-dessus tout, une démarche sale, importune. J'assimilais un savant mélange de culpabilité et d'irresponsabilité, un stupide besoin de pureté. La sortie étant une question incertaine et abstruse, j'inventais ma maladie. On avouait tout et son contraire à longueur de journée. Nous étions en observation. Les infirmières les plus jeunes partaient avec la moindre confession, quelque peu trouble, comme avec un trophée, un courant plein d'allégresse. Frisant la tautologie, mon aveu récurrent était « je me sens poussé à l'aveu ». L'on m'avait surnommé parmi les personnels médicaux Manuel l'intellectuel. Fameux compliment qui me donne encore la nausée, j'ai parti parfois dans des théorisations compulsives, comme lorsque j'expliquais aux médecins que malgré les médicaments qui m'envoyaient dans une espèce de Disneyland de la folie, c'était l'hôpital lui-même, les médicaments qui avaient le plus d'effets secondaires. Mardi 24 avril 2012. Qu'une poète
en même temps marginalisé et charismatique, comme Juliette Bagouet, viennent définir pour moi quelques lectures de l'âge du net qui recouvrerait le culte anodin et trop emphatique dans Hölderlin, si ce n'est que pour comprendre Heidegger autrement que par son background. Mais par la vie elle-même, par le fait que nos amis poètes ne sont pas un pur sujet d'études universitaires, mais qui sont suivis nos petitesses d'âme, notre manque de vraies réponses, celles que nous saurions trouver dans une lecture compatissante de Hölderlin. Qu'un petit épistolaire de janvier 2010 serve pour faire intervenir la folie qui est celle de Béatrice en tant qu'apparue, la mégalomanie du voyage sur elle de Dante, tout comme insensé et la pitié qui nous fait nous intéresser aux rêves et aux poèmes de celles qui nous amèneraient vers la ruine, vers les femmes maudites, vers les artistes quelque part dans ce qu'elles sont un peu déjà parties dans le domaine d'une vie future et dans notre souvenir. Je me sens impuissant d'avoir pu être flatteur sans savoir être vraiment utile. Ce qui s'ensuit, c'est sur les vers de Juliette, mail non daté. Et c'est déjà lu dans une autre piste sonore, mais malgré tout, je vais essayer d'avancer un peu dans la lecture, tandis que la piste sonore ne soit pas coupée par les chronomètres. Donc, je vais commencer à lire sur les vers de Juliette, mail non daté. Chère Juliette Bagouet, la lettre qui suit est le produit d'une nuit. Je ne peux me reconnaître bien la lisant au grand jour. Elle me semble ridiculement baroque, trop sérieuse et semblable à un écolalie d'enfant autiste. Je vous assure qu'une bonne partie n'est que de la sonorité, n'ayant à la relecture aucune signification, même pour moi. Par exemple, mon histoire du tropisme et du politique, les paroles sont venues automatiquement et je reste attaché à leur énigme comme dans un rêve. Si je vous fais donc parvenir cette lettre, c'est parce que je pense y avoir parlé d'une manière ou d'une autre de vos poèmes. L'on récupère l'innocence en poulissant. Si je peux devenir inspirateur, je suis prêt à sentir la muse qui me dit « Tais-toi, il n'était pas convenable d'être entendu » et à me livrer à la lecture avare sans rien dire. Mais je viens à l'insomnie ce soir pour aboutir, pour donner au texte ce qu'on appelait une fin, un deus ex machina. Et tout, comme un cartomancien, je me servais des images qui tombaient sous mes yeux. Je vais dire la bonne aventure poétique en relisant vos poèmes. Un goût presque de l'Inde dans celui-là. La bougie, le
fiole des tables immobiles, mais encore branlantes. Participant de façon active à la bruit de ma vie, à l'affûtement des mots, rouge, jaune, ainsi, et brève quelque part. Un bon poème est comme un oracle dans lequel on peut lire l'avenir ou les secrets du présent. D'où sa musique, son origine et les musées et domaines des muses. Les musées comportent en soi. Le poème, tel celui-là, porte en soi les marques d'une destinée. L'imago. Vieillir ou être exécuté, des signes. Des poèmes comme des tableaux. Connaissez-vous la phalène de Balthus? Je crois que les tableaux s'appellent comme ça. Dans ces poèmes, l'on reçoit ces tableaux en image de soi. Aussi, prendre pour prétexte une pièce de texte si belle autorise à parler à l'aise, écrire en toute confiance. J'ai beaucoup aimé vous voir. Je peux vous parler de mon rapport propre à la poésie. C'est une saignée qui m'affaiblit et qui, nonobstant, me dégage de l'intérieur de retour débordant. La dignité et l'équilibre, je les retrouve dans le travail manuel de l'atelier. Et je n'appellerai pas cela travail. Pour être juste, je parlerai de la peinture comme un loisir sérieux, d'un jeu qui rend service à l'humanité comme le fait la sexualité, humblement, sans l'empreinte d'une quelconque dignité, se servant des organes de la pudeur et des substances comme marchandes, rouges de Venise, à la base, sans des dragons, qu'on dilue dans de la trémentine, qu'on porte dans les poils d'un pinceau, blanc de titane qu'on prend avec la main, dans la main comme l'ours, le miel. Un de vos poèmes semble la recette d'un tournesol de 3 couleurs. C'est celui qui parle de mes pantoufles. Si vous permettez que je me reconnaisse dans ces chaussons d'esquimaux, je me projette en avant, je me remets à peindre. Je pense à votre portrait, qui peut encore supporter de repentir en aller-retour. Deux petits chaussons d'esquimaux, foulant les sols et les occipies, deux chaussons de peau et de chaux, et dans un sang, dans, haut dans le ciel, les muettes crient les rappels de l'ordre nouveau, du doux chaos des temps. À l'heure où s'est noirci le ciel, Vénus en gris babille, elle. Face au mystère de vos évocations de la planète Vénus, l'on redevient innocent, comme l'était l'humanité avant la venue du Christ. La bonne poésie
et des transmissions orales avant d'être texte. Tout comme le platonisme synthétique. Et j'entends votre voix dans ces lettres alignées en écriture. Écoutez l'écriture quand vous dites « Oh, dans le ciel, les mouettes crient les rappels de l'ordre nouveau ». Chaque vers peut se concevoir comme une annonce faite pour soi, puis suspendue sur le monde comme l'étoile de Vergil. L'on pressent le journal de bord d'un capitaine errante dans le tropisme parisien. Tropisme de la grande ville dans la technique d'écriture. Je pense que vous savez que le monde va se politiser comme avant, d'un moment à autre. Le tropisme est politique. Paris, et c'est là, un tropisme qui nous redresse, qui nous s'adresse. Paris est notre corps. Les mouettes crient les rappels. Eh bien, c'est le langage des oiseaux. Signature de l'heure. J'assume le transpirateur. Je me fais simulant. Je me laisse observer. Tel un canon grec qui apprend les dessins au charbon de débutants. Je n'ai plus de sens qu'un ensemble de mesures verticales, qu'une lumière oblique qui éclairait les premières nuits en adulte de ceux qui m'observent avant de rentrer. Le créateur qui se cache dans les mannequins. Comme vous savez, vous, les vannes, libérer les colombes, semble dire sa femme, faites voler votre âme par les filtres, par la fièvre. Encore des oracles, du langage annonciateur. L'oiseau, quand vous écrivez la quarantaine qui se profile, la vie se décide. Le profil est une humaine invention, un artifice total auquel vous associez la mesure de durée d'une vie. Puis les cuisses font l'incubation du Dieu. Nous sommes dans un âtre merveilleux dans lequel deux bouts de phrases dans l'eau moulage. Vous remarquerez que déjà dans la nature de Dieu, l'oiseau est toujours de profil, comme ces coups de poing au ventre qui sont les 40 ans. Je ne vois pas en quoi vous seriez une poétesse non consacrée, non reconnue, sauvage, compte tenu de la dignité de votre culture. Quant à la mimique, qui marque la différence du poème par rapport au langage articulé, vous êtes bien préparé, ayant fait de nobles études de danse. Je ne peux que vous livrer de lyrisme. Voilà l'ornement du Dieu qui descend porté par la machine, là où le roi meurt. Vous donnez la répartie de ces quelques vers en toute intimité pour l'instant. C'est ce que je suis en train de faire. D'un jour à l'autre, l'œuvre est finie, tout comme la ruine arrive. Les poètes, un oiseau s'y flotte comme les voyous. Vous savez, tous deux, l'art de l'invention et celui de la composition. Je me sens proche des images que vous produisez avec votre écriture, mais je suis surtout étonné par l'élégance des mises en œuvre sobres et parlantes. La façon dont sont composées les images, certains poèmes brefs
font penser à Sappho. Après, on en trouve d'autres chantant avec un avant-goût d'improvisation qui rend le jour. Donner mon avis par écrit, ça me semble trop sérieux, maintenant que j'ai nommé, à part ce que je viens de dire, qui est je sais peu de choses. Il y a plusieurs traditions ou registres qui s'offrent aujourd'hui aux poètes, et chacun a ses vices et ses défauts. Donc, de plus connaître et de découvrir davantage nous permet de ne pas s'accorder une valeur totale à ce qu'on fait et mieux endurer le revers de la vie de tout poète. On reste ainsi attaché à son œuvre sentimentalement et non par vanité intellectuelle. Cette remarque ne vient pas nier le fait qu'en plus de la musique des vers, l'on perçoit une joyeuse et ferme intelligence derrière ce que vous écrivez. Par moments, elle semble souffrir de ces contradictions. Contradictions apparentes pour la surveillance de soi, mais qui sont, tout comme la solitude, une pure illusion. Et la preuve, c'est que vous avez écrit cela et que c'est là, au moment de le faire, vous savez. Comme quoi la parole écrite sur l'écran est plutôt mal entendue. Comme à l'adolescence, l'été toute parole. Et qu'elle s'adresse aux parents ou aux muses, je m'aperçois paternel et je voudrais être simplement fraternel. Vivement de vous retrouver en personne pour rire et parler avec la voix vivante et non pas par la machine entremetteuse et infantile. La question de la science-fiction que nous nous étions toutes posées par l'intermède d'une muse commune, notre amie Patience, m'amène à un point sur lequel je voulais vous entretenir. Je songe à votre point suivant. Note parsemée d'étoiles et d'astérix sur un rapport interstellaire. Les sorts se reprend en songe dans les étoiles et sa femelle suit. Le raccouplement se fera à l'heure rouge et la lune tombera sur X. L'idée de l'œuvre du poète comme un monde fermé plus ou moins la clé. L'idée qui se fit très tôt dans ma jeune tête à travers les cours d'histoire au lycée en ce qui concerne les textes anciens des débuts de l'écriture. Que tout poème serait en premier lieu l'outil d'une vision totale du monde, d'un questionnement de ses origines, d'une cosmogonie. Peut-être les lectures forcées, mais consenties de la Bible, y sont pour quelque chose. La science-fiction, telle qu'elle nous est inspirée par Patience, a bien des versants et des issues poétiques, puisqu'elle est aussi artiste et une muse féconde, la cosmogonie en étant. Mais un autre non négligeable est la féerie, le monde bourgeois et chevaleresque, dans le carnaval des planètes et les masques de ces extraterrestres. Par ce qui nous a été montré en exclusivité par rapport à la science-fiction banale de type policière qui baigne dans la paranoïa de l'homo normalis. Ce qui nous a été montré par notre musée ami est la main venue du ciel.
Le regard lointain qui ne peut paraître que bizarre, l'union avec Dieu, peut-être, ou bien l'amour tout court pour l'autre sexe, et chemin faisant, on n'a cesse de narcissisme qui est tout sauf complaisante, qui est un chemin de pénitence et de douleur. Nous partageons ces secrets, cette clé qui peut ouvrir et fermer les poèmes. Parce que la science-fiction devenue poétique n'est plus l'objet d'un film, d'un montage structuré artificiellement, mais d'un rêve, d'une image qui ne s'épuise pas, puisqu'il ne nous est pas donné de la communiquer à autrui. Tout était chez Bowie, me direz-vous, son Ziggy Stardust est un peu un modèle formel pour nos approches de ces rêves partagés, entendus, rêver à nouveau, raconter, mais d'autres savoirs ont une place dans les poèmes couchés par écrit. Soit votre équation savante qui jette les ciments du poème à venir, par les noms en minuscule du temps et par la majuscule d'un monstre traditionnel. Les temps d'Arda, du drapeau à la bannière des sangs, ciment du monde, Léviathan. Les topiques vont se dissoudre tout comme l'âge nous change. Les lieux communs se feront rares. Nous serons des gens de solitude et aurons des points d'alunissage beaucoup plus reculés et nombreux que les multiplications ridicules du scientifique profanateur et de l'industriel. Pour en venir à la valeur de la métaphore, dans la Marquise d'O, Claes nous montre à travers Romer une bourgeoisie imprégnée de manière chevaleresque mais creuse. Dans la politesse et la convenance, les amants trouvent l'obstacle et l'équivoque. Nonobstant, le film est un champ au pouvoir d'effraction de la métaphore. Le rêve du cygne du lieutenant russe apparaît 2 fois dans le film, comme l'annonce d'un viol et comme sa nostalgie rassurante et son expiation. Par-dessus les phénomènes de mode, dont la science-fiction ou les nouveaux désirs collectifs vite repérés par l'industrie, nous avons besoin de rendre habitable ce poème, les poèmes, de nous l'approprier. L'idiot les fait sans difficulté par son entêtement dans l'opinion. Mais cela est valable pour les romans, à peine pour les poètes. Peut-être les jeunes adolescents habitent-ils ses premiers vers par sa confiance totale, mais qu'advient-il quand nous avons une passion adulte et forte qui nous habite et nous demande de créer un monde? Dans ces cas, il nous faut cacher dans les poèmes sous clé nos grands secrets. Je trouve exemplaire l'histoire de la Marquise d'O. Les vécus finit un jour par nous fournir un modèle onirique puissant qui est comme l'élément frappeur dans nos métaphores. Les météorites d'opacité que nous lançons au profane, opérant le charme et à nous écouter, tous sont d'abord profanes. Ceci n'empêche que la plupart de ce que l'on écrit reste loin d'être poétique et que nous soyons trompés par la facilité de la mode, parfois même dans ses déclinaisons les plus communes et vulgaires.
sais que l'inspiration d'une mousse forcée donne des résultats médiocres. Et la plupart des fois, l'être humain est pris dans des violents mirages. Hier, j'avais l'inspiration. Je me sentais capable de vous répondre et aussi de développer une longue digression qui vienne contrer la vision négative qu'ont nos contemporains du protocole, comme vous dites, de la muse. Ce matin, où je viens de vous parler confusément au téléphone, j'ai perdu toute impulsion, toute clarté. Je suis à la merci des flux et reflux de ma chimie à moi. Grosso modo, j'envisageais la lecture du protocole poétique de la muse subséquente au féminisme. Grosso modo, j'ai envisagé la lecture du protocole de la muse. Grosso modo, j'ai envisagé la lecture du protocole poétique de la muse, subséquente au féminisme, comme un schéma où c'est l'homme qui parle et la femme qui pense et écoute, condamnée à une sorte d'anonymat. Combien d'artistes hommes n'ont pas bâti leur art sur le sacrifice de la femme qui était à leur côté. C'est tout un lieu commun que l'artiste est un vampire gentil, qui puise toute sa force d'une femme qui serait une artiste potentielle, une femme qui est effacée, qui est substituée par l'objet artistique, tableau ou corpus poétique. Vous me voyez donc réduit à une gesticulation matinale, la bouche pâteuse, tout à l'heure au téléphone et juste maintenant en vous livrant sans élégance et sans rythme les difficultés de mon approche. En somme, j'avais voulu dire que pour parler poétiquement, il faut que ça résonne, il faut quelqu'un qui écoute et même quelqu'un qui nous accorde un ton, quelqu'un dont on imite la musique personnelle. Parce que la sublimation, l'opération où a lieu l'accomplissement de l'art ne peut être complètement solitaire. Voyez sinon cette petite correspondance que je suis en train de ruiner ce matin avec une fuite passe encore en avant mais en arrière. Éludant mon compromis de parler positivement de la muse, je viens donc de montrer le contraire de ce que j'aurais pu développer hier, tout fort et tout capable que je me sentais de contourner et d'ouvrir les secrets d'un jeu entre le masculin et le féminin dans l'écriture poétique. Je ne peux qu'illustrer l'indigence donnée la soumission de la muse à son poète. C'est par la faiblesse du poète que la muse s'y consacre. Mais toute cette gesticulation est née de la défaillance de celui qui est tombé dans le piège du fantasme. J'ai commencé à lire d'autres poèmes de vous et mon impulsion archaïque est de découvrir de ma voix leur musique. Je me perçois avec inquiétude comme une dangereuse sirène d'un continent nouveau. En dernier ressort, je me sentais poussé à dire qui était la muse entre des femmes intercombattantes. Dans les drames de la jalousie, dans une sorte de jugement de Paris. Donc, affolé comme un berger qui viendrait d'être soumis à l'interrogation d'une triple déesse, le berger Paris, par le hasard de qui a lieu le drame d'une guerre de Troie. Quand la muse devient déesse, quand l'aimé
devient mère, quand la fiancée devient bonne, c'est la guerre, c'est le monde masculin, ce sont des choses dont j'aurais voulu ne pas vous parler et que j'aurais eu la force de contourner et de dissoudre hier, mais pas ce matin. Revenons à la réalité du peintre. Vous avez bossé pour moi, ainsi que pour notre amie commune Patience Tisson. Donc, si on suspend notre affaire de muse, vous avez l'expérience positive d'être modèle. Il ne vous est pas complètement étranger le côté réel d'une part de jouissance partagée entre l'individu artiste et sa modèle. Chacun tire quelque chose. Par l'entremise du tableau, on connaît les moments de bonheur dont on parlait jadis en disant « Mais voilà, immortalisé par un tel ou tel peintre ». Tout comme le tyran même voulait sa part de portrait et réclamait une parure pour paraître. La modèle peut être exigeante. Peintre et modèle sollicitent les tableaux. Tous deux veulent le voir. C'est peut-être la compétition entre deux savoirs féminins dont le créateur peut se servir, peinture et poésie. L'une comme l'autre, selon Horace, mais aussi l'une ou l'autre dans ma tête, comme dans les rêves de Lucien de Samosate, deux femmes archétypales qui sollicitent en même temps l'artiste et dont on est forcé d'en exclure une. Par ma maladresse avec laquelle je ruine ce matin notre correspondance, implicitement j'expédie et j'annule le jeu de séduction dans la parole qui sont vos délicieux poèmes d'hier soir. Je renonce à leur beauté, je reste auprès de ma peinture, ici sur les murs où j'écris un des rares tableaux que j'ai oublié de signer et de dater et qui appartient à Ève, la veste rose. Ce tableau me rappelle un rapport heureux à ma muse. Mon dernier souvenir de l'écriture est un peu que le poète, dans sa vie courante à l'égard des femmes, est comme entouré de personnifications. Appelons comme ça les muses, puisqu'à l'origine c'était ceci, et la comédie, ou la tragédie, la peinture ou la poésie, autant de femmes, autant de bergères montagnardes du Parnasse consacrées au soleil. Une bonne question à se poser. Prenant pour point de départ ou pour port d'arrivée le surréalisme. Et si l'écriture automatique relève d'une inspiration? Parce que c'est partant d'un modèle onirique que nous pouvons situer chacun son approche. Soit on assimile l'inspiration à la sonorité aveugle sous-jacente à l'automatisme, et l'on a comme ça une légitimité pour tous les extrêmes du baroque, soit l'on considère que l'inspiration consiste dans le contraire de l'automatisme, c'est-à-dire une plénitude du langage dans ce qu'il a de communication, même avec l'entremise des sombres projetés. Ces sombres viennent dans les plans langage souligner les volumes et les lignes de fuite. La différence avec les langages courants étant la qualité d'image du poème et les modes de communiquer propres à l'image. Mais dans le respect de la raison
que breton, vous les ardentes de celui qui écoute. Dans le deuxième cas, la muse est là pour garantir l'essence finale du poème. Elle nous rend bavards, mais nous dit des notaires à propos de ceci ou de cela, nous signale le début et la fin, nous accompagne. Elle nous autorise d'obscurité et nous permet quelques libertés, quelques soulagements propres à la mise en parole et à la musique. Je viens de recevoir un courrier où vous me dites que vous êtes inquiète de mon silence. Il n'y a pas raison de se torturer. J'ai passé la nuit à écrire un commentaire de vos poèmes, mais j'ai attendu pour l'envoyer et pour d'où vient, puisque c'était une réverie sans queue ni tête, qui compliquait trop le dialogue qu'on a entamé. J'ai rédigé donc cet autre commentaire, et bien que je ne cite pas vos vers, je les savais bien en tête. Je pense qu'il est plus sobre et lucide comme réponse. Je les poste vous encourageant à ne pas vous abandonner au malaise et à faire comme d'habitude, puisque vous écrivez des poèmes très exigeants et très imaginatifs, qui nous lavent de la froideur poétique qu'on voit souvent à l'œuvre chez les prétentieuses noms. Vous n'avez rien à leur envier, vos doutes valent beaucoup plus que leur délire de supériorité.